Stéphane Tranto. Dans les yeux de l'industrie, c'est la deuxième partie de cette nocturne, un temps un petit peu plus long, où on aura deux grands professionnels, deux spécialistes, chercheurs même, en ce qui concerne l'industrie et la réindustrialisation. Dans les yeux de l'industrie avec Anaïs Wajili et Bruno Bergouin. C'est dans quelques secondes. À tout de suite. On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. De retour pour cette nocturne du Cian, c'est le salon 2023. Merci beaucoup d'être là, présent physiquement. Et merci aussi de nous regarder en streaming. D'ailleurs, je parle à ceux qui sont physiquement présents. Ne partez pas trop loin, on va avoir besoin de vous. Vous allez devoir, merci de rester avec nous, vous allez devoir réagir, notamment il y aura des passages micro, car démarre maintenant Dans les yeux de l'industrie, avec deux invités prestigieux. Anaïs, qui est là, Anaïs Wajili. Elle va peut-être pouvoir nous rejoindre. Anaïs, bonsoir. Vous choisissez votre côté. Voilà, elle va se mettre ici. Anaïs, chercheuse à l'IAE Poitiers. La spécialité, Anaïs, qui vous caractérise, c'est la réindustrialisation. Bravo d'avoir choisi une spécialité imprononçable. Félicitations. En tout cas, vous devez très bien la prononcer, ça c'est cool. Et vous êtes ensemble, et vous êtes avec nous ce soir, et on sera ensemble avec Bruno Bergouin, qui sera là avec nous pour France Industrie et l'UMM Occitanie. Applaudissements pour nos deux intervenants, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Alors, et ce qui se passe, je vous le dis tout, pendant la petite pastille vidéo, Nadia Pelfig est arrivée de la région et elle n'était pas prévue avec nous, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut l'inviter? Elle était prévue, mais on ne vous l'avait pas dit. Mais c'est ça l'imprévu, c'est ça l'industrie. On fait avec maintenant. On déroule. Venez nous voir alors à ce moment-là. Si, madame la vice-présidente. Nous sommes intéressés qu'elle vienne avec nous, d'abord parce que c'est la région, nous travaillons beaucoup avec la région. Et je pensais que vous étiez là pour la fin, en fait. Mais on lui donnera le mot de la conclusion, bien sûr. Mais je pense qu'elle aura aussi des réactions, surtout dans le cadre de vos activités. Avec plaisir. On peut lui apporter un micro si possible. Et on reste ensemble dans les yeux de l'industrie avec d'abord une réaction, Anaïs et Bruno, à tout ce qu'on a entendu ce soir. Moi, ce qui m'a un peu interpellé, je pense vous aussi, c'est que le monde de demain représenté par la jeunesse, il était un petit peu inquiet finalement. On l'a vu avec nos deux derniers intervenants qui avaient du mal à se projeter sur le virtuel. Et vous, spécialistes, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Est-ce que vous avez été surpris de leur attitude, de leur positionnement? Vous les pensiez peut-être un petit peu plus proactifs là-dessus? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça révèle de tout ça? Anaïs. Bonjour à tous. Alors, non, je ne suis pas forcément surprise des potentielles inquiétudes. Déjà, je pense qu'on est dans un monde qui est extrêmement anxiogène, à la fois parce qu'on a une montée des conflits partout sur le globe et qu'on a une question climatique qui est extrêmement structurante et que les jeunes que nous avons entendus aujourd'hui sont la génération qui n'a pas d'autre choix que d'agir et qui paiera directement les conséquences du réchauffement climatique à l'horizon 2040-2050. Donc les inquiétudes, elles sont légitimes. Maintenant, qui dit inquiétude ne veut pas dire forcément inaction ou l'envie de proposer des alternatives. Et les questions qu'on entend sur la robotique, par exemple, la place de l'homme dans les usines, elles sont d'une certaine manière légitimes parce que parfois on pose mal le débat. On a un peu cette idée où l'homme serait totalement remplacé, on a l'intelligence artificielle qui va être un vrai bouleversement. Et donc, c'est à la fois aux acteurs en place d'apporter des réponses, et des réponses qui sont techniques, mais qui sont aussi de l'ordre philosophique et qui vont innerver la société.
et aussi aux jeunes de se saisir de ces sujets en apportant leurs propres réponses. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à travers la réindustrialisation, vous voyez que je prononcerai bien le mot, c'est qu'on se pose aussi des questions éminemment philosophiques. Et c'est ce qui se transpirait un peu du débat sur la décarbonation finalement. Quelle est notre responsabilité face à nos choix? Quelle part de responsabilité nous assumons maintenant sur notre territoire? Et toutes les questions qui vont se poser autour du partage de la valeur, autour de la place des hommes dans des usines. Donc non, je trouve que les inquiétudes, elles reflètent le fait de bien poser les questions et elles appellent plutôt à l'optimisme, parce que si on pose bien les questions, nécessairement, on est plus enclin à apporter les bonnes réponses. Peut-être aussi, Bruno, parce que ce mot de réindustrialisation, il est finalement récent et que c'est bouleversant un petit peu. On était justement dans un monde désindustrialisé et d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. On se dit qu'il faut réindustrialiser tout ça. Oui, mais alors c'est la fuite en avant vers la consommation, vers plus d'énergie. C'est vrai que c'est bouleversant. Que nous ayons oublié l'industrie, alors pas depuis les 7-8 dernières années, il faut reconnaître quand même, où quand même il y a un son qui remonte, l'État, les régions, depuis quand même maintenant 5 ans, 6 ans, peut-être 8, je ne veux pas faire d'erreur. On commence à reparler d'industrie et on a une vision. Nous avons maintenant une vision, je pense que l'État, les régions, et même maintenant dans le grand public, on commence à comprendre un peu cette vision. Ce qu'on ne voit peut-être pas encore bien, c'est toutes les actions qui sont mises en place. Parce que avoir une vision, c'est bien, pas mettre en place des actions, c'est une illusion. Donc il faut vraiment maintenant dérouler. Et ce que j'ai vu dans les jeunes qui sont passés devant nous, j'ai vu qu'il y avait des points qu'il fallait démystifier ou déminer, parce que je veux dire déminer parce qu'on a l'école des mines, mais sur l'IA, il ne faut pas non plus s'en faire un monde. Il y a vraiment des sujets. On fera les métiers de demain avec les gens qui sont formés aujourd'hui, qui sortent des écoles aujourd'hui, parce que tout repose au départ sur des métiers, des qualifications qui sont techniques. Alors, le tout, c'est d'avoir les meilleurs techniciens pour qu'ils soient capables de résoudre des nouveaux problèmes. Mais si vous mettez un data scientist, un data analyst pour l'IA qui n'a jamais mis les mains ou les pieds dans un bureau d'études ou dans un atelier de production, il ne vous sortira rien en tant que données à exploiter pour aller faire de la maintenance préventive. Donc voilà, donc ça, il faut bien le démystifier au niveau de nos étudiants, mais je pense qu'ils sont capables ils l'ont compris, je pense. Mais au niveau du public, il ne faut pas penser que l'IA va nous absorber. Elle va être utile, elle va nous faire gagner du temps en cycle, on l'a vu. Ensuite, j'ai vu dans ces jeunes des gens qui voulaient du concret, à un moment donné. Vous avez vu, j'ai pris des notes, toujours les mines. Donnez-nous du concret. Alors, moi, je vous dis, si vous venez dans un atelier de production le matin, si vous êtes chef d'atelier ou chef d'une activité, vous verrez, votre journée ne sera pas celle que vous pensiez. Vous allez arriver, il y aura des manquants, il y aura des gens malades, il y aura un client qui va venir parce que vous êtes en retard. Et je peux vous dire que votre agenda va être chamboulé et vous serez dans le concret. Donc on voit bien que dans l'industrie, si vous voulez du concret, on peut l'avoir. Et après, effectivement, il y a les talents. On voit que les gens sont... Il faut aussi qu'on se vende. Il faut que quand les jeunes de TBS disaient « Qu'est-ce que vous faites pour attirer les talents ?» C'est vrai que c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet, puisque même si on a désindustrialisé, l'industrie est toujours à la recherche de talents. Et c'est encore plus vrai quand on a désindustrialisé et qu'on veut réindustrialiser. À ce propos, moi, je prendrais plutôt le terme d'équilibrage de production. Parce que, ne rajoutez pas de terme. Si, parce que on peut... après, il y a de la souveraineté, il y a des trade-offs à faire, mais vous avez beaucoup de sociétés qui sont matures. Et après, leur décision, c'est de l'équilibrage. Est-ce que je mets plus d'activité à l'extérieur ou à l'intérieur? Donc, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais voilà, on a des gens qui se posent des questions. Et là, nous, on a des efforts pour l'attractivité à faire. C'est évident. Je profite de la présence de Nadia. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui nous a dit il y a des robots partout, on en a plein, et finalement, on a du mal à embaucher des gens qui fabriquent des robots. Donc, quelque part, on voit plein de robotique et une industrie nouvelle, 2.0, 3.0 presque. Et à côté de ça, une attractivité des fois qui passe ne serait-ce que par l'annonce d'emploi qui ne trouve pas preneur. Quand même un peu curieux, non, cette situation. Alors ça touche l'industrie, d'autres secteurs, mais c'est vrai que ça touche l'industrie, il faut être honnête. Oui, ça touche l'industrie. Alors oui, pour qu'on se mette au clair, j'avais pas envie de parler après,
madame qui est chercheuse, après monsieur qui est président. Je trouvais que c'était mieux qu'on parle ensemble. Ah bah, très bien, Depuis vous le êtes début là. de ces plateaux, Parfait. on est dans la démonstration qu'il faut faire ensemble. Alors faire la vice-présidente de région qui s'exprime en conclusion en un truc figé, c'était pas mon truc. Pour répondre à votre question, oui, bien sûr qu'on a des difficultés de recrutement et toutes les entreprises qui sont là s'interrogent sur la manière dont elles pourront prendre des nouvelles commandes pour savoir si elles sont en capacité d'y répondre parce qu'elles auront à la main d'œuvre pour le faire. Mais je pense qu'il faut qu'on mette, sans être les bisounours de la bande, hein, mais qu'on mette un peu d'enthousiasme dans les défis qu'on va rencontrer demain. La transition énergétique et climatique, l'intelligence artificielle. L'industrie est un formidable vecteur pour répondre à ces défis en ayant une maîtrise de la souveraineté, une maîtrise de la fabrication, parce qu'il y a justement le faire et qu'on n'est pas dans quelque chose qui est désincarné et qui donc peut être complètement virtualisé. Quand vous faites de l'industrie, il y a une notion de territorialité. Et donc, il y a une manière d'engager son regard sur l'industrie qui est quand même différent de celui d'il y a quelques années. Et ça peut être très, très sympa, l'industrie. Ça peut être très dynamique. Tout aussi que des petits locaux avec un baby-foot et des baskets. Ça existe aussi dans l'industrie, cette attention sur la RSE, sur les collaborateurs. Ça a été très bien dit par ST Composite tout à l'heure du reste. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on contribue à donner une image concrète de l'industrie. Je vois un représentant de la chimie. La chimie, ça peut être très pénible, ça peut être anxiogène. Mais c'est la base de tout. La molécule, ça, c'est fait avec de la chimie. L'industrie chimique, elle permet de faire des cosmétiques qui font rêver le monde entier avec des grandes enseignes en Occitanie. Bref, si on veut pouvoir recruter dans nos métiers, il faut être très concret sur ce que l'industrie permet de faire. Et il faut dire aussi les défis qu'elle permet de relever, sachant que ces défis passionnent la jeunesse. Et elle ne la passionne pas comme spectateur. Quand on est élève de l'école des mines d'Albi, on a envie de changer le monde. En tout cas, pour le moins, j'espère qu'on a envie de changer le monde. Et on peut avoir conscience que grâce au levier de l'industrie, en tout cas, on peut y contribuer à tout le moins de réussir à le changer totalement. Je vous rappelle qu'à tout moment, si vous avez envie d'intervenir, c'est tout à fait possible. Juste, vous levez la main, vous faites signe, il y a quelqu'un qui passera avec un micro, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'on a déjà des premières questions, peut-être d'industriels, d'entrepreneurs? Sinon, vous réfléchissez un petit peu dans votre tête et on y reviendra un petit peu plus tard. Il y avait cette question, Anaïs, de rendre l'industrie sexy, finalement, attractive, attirante, pour faire venir justement de la force vive au sein des usines. C'est un thème qu'à l'IAE de Poitiers, vous sentez, sur lequel vous réfléchissez. Comment vous vous positionnez, vous, avec ce recul de chercheur? Alors, j'aime pas trop qu'on dise rendre l'industrie sexy, parce qu'en effet, l'industrie, elle contribue à apporter des réponses à de nombreux défis, elle est présente dans notre quotidien, et que à trop vouloir mythifier l'industrie, à dire l'industrie c'est plus Zola, c'est plus Charlie Chaplin, on dessert l'industrie. Parce que heureusement que l'industrie, c'est plus ce qu'on lit dans les romans de Zola, c'était il y a 200 ans, les choses ont considérablement évolué. Ce qu'il faut expliquer, c'est que l'industrie, elle n'a pas l'apanage de la pénibilité. Vous avez beaucoup d'autres métiers qui peuvent être pénibles, qui peuvent être durs et qui ne sont pas des métiers industriels. Donc il faut déconstruire, expliquer ce que sont réellement les métiers industriels, la diversité des secteurs industriels, la diversité des métiers. On a une image de l'usine qui est un peu l'image d'Épinal. Souvent on pense à ces grandes usines qui fument, qui polluent, etc. Il y a des usines qui ont un bilan environnemental qui est plus élevé que d'autres et qu'il faut accompagner de manière beaucoup plus lourde dans la décarbonation et dans la réduction de leur bilan environnemental. Mais vous avez aussi une multitude d'activités industrielles, et je pense qu'on en trouve beaucoup en Occitanie et dans tout le grand ouest de la France, qui sont finalement assez peu connues du grand public. Ici, vous avez la chance d'avoir des grandes entreprises comme Airbus, comme Safran, des entreprises dans l'aérospatiale, mais vous avez aussi une multitude de sous-traitants qui sont présents sur tout le territoire et qui ne sont pas connus du grand public, si bien que tout le monde peut passer à proximité de ces usines sans savoir que derrière, il y a une activité industrielle. Et donc, il faut aussi montrer cette diversité de l'industrie, dire qu'il y a une place pour tout le monde dans l'industrie, qu'il y a une diversité de métiers, que l'industrie travaille à améliorer la qualité de vie au travail. Et puis après, il y a aussi, je pense, un vrai travail à faire sur ce qu'est l'industrie et ce qu'elle offre à voir au paysage.
On a beaucoup d'usines qui sont ancrées en périphérie des territoires et on pourrait travailler sur l'esthétique des sites industriels. Alors ça paraît un débat totalement secondaire, mais offrir une image positive de l'industrie par les murs, par ce qu'elle est, par en faire finalement des emblèmes du territoire avec une forme de développement de culture et de tourisme industriel, c'est aussi un des enjeux de la réindustrialisation. C'est-à-dire que l'industrie, elle ne doit pas être limitée à être un emblème de la France moche, entre guillemets, mais elle doit bien être une composante de la société et redevenir un emblème de fierté. La fierté, c'est parce qu'on produit, par la contribution qu'on a en termes de réponse aux grands défis contemporains. Et puis c'est aussi l'image qu'on offre au quotidien, c'est-à-dire que les gens soient fiers d'avoir des usines auprès de chez eux pour toutes ces contributions. Ça, c'est intéressant. On a des exemples ici à proximité de Toulouse d'usines. Je pense à Pierre Fabre, sans les nommer, mais je l'ai fait, mais qui sont jolies, c'est vrai, visuellement. C'est intéressant ce qu'elle disait, Anaïs. C'est évidemment d'abord toujours intéressant, ce que dit Anaïs, avec laquelle j'avais le plaisir de débattre déjà. Le travail de la recherche, il est indispensable pour porter un nouveau regard sur l'industrie et les questions d'esthétique industrielle, d'esthétique de nos villes, des gestes architecturaux est majeur dans les questions d'attractivité. Après, on revient dans le domaine industriel à des questions qui touchent tous les secteurs. C'est-à-dire que la question du salaire, la question des mobilités, toutes ces questions que se posent aussi les jeunes sur l'emploi existent. C'est-à-dire qu'il y a des attentes par rapport à la société et à la société qu'on projette. Il y a des attentes aussi par rapport à l'individu, salarié, collaborateur, les capacités d'évolution. Et pour le coup, mais Bruno Bergouin le dira mieux, dans sa qualité de président, il observe tout ça avec acuité. Il y a des possibilités de trajectoire importante dans l'industrie, y compris parce que on a des activités industrielles qui sont hybrides et qui relèvent de différents domaines. Vous parliez de l'aéronautique et du spatial, du reste qui est très fort en Occitanie, mais notre premier secteur, c'est l'industrie agroalimentaire. Ceux qui sont dans la maîtrise des process, des chaînes logistiques, des logiques des achats industriels, sont des femmes et des hommes qui pourront aller, en fonction des opportunités qui se présentent à eux, aussi proposer leurs compétences dans un certain nombre d'activités qui relèvent du secteur industriel. Donc, il est varié, il n'est pas figé. Moi, ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est un secteur qui est dynamique et qui, comme il doit relever des défis peut-être davantage que d'autres secteurs, propose aujourd'hui des opportunités adaptées à nos jeunes. Pour l'agroalimentaire, il suffit de voir ce que fait le Grand Marché Mines Toulouse-Occitanie, par exemple. Il s'y passe de très belles choses. Bruno, justement, Nadia, vous tournez la perche pour répondre à ça. Oui, un complément. Il faut effectivement démystifier encore certaines choses. L'industrie, si on veut regarder les accidents du travail, ce n'est pas l'industrie qui est le plus gros pourvoyeur d'accidents du travail, c'est les services. Mais dans ces accidents, vous savez quelle est la première cause? Les accidents de trajet, c'est qui se font en dehors des usines. Donc, sur les parkings, par exemple. Sur les parkings, sur les derniers 10 km. Ouais. Donc voilà, il faut le rappeler. Alors, je le rappelle, mais c'est vrai que l'attractivité est importante. Il faut continuer à y travailler. Je rappelle aussi que quand aujourd'hui vous sortez d'une école de commerce, vous sortez de l'école des mines, vous sortez d'un centre d'apprentissage avec un brevet, enfin avec un baccalauréat ou un BTS ou une licence technique, vous allez changer souvent d'employeur. Vous risquez de changer souvent de métier. Et quand vous rentrez dans l'industrie, vous êtes dans un domaine ou dans une entreprise industrielle, vous avez une grande variété de métiers. Donc ça, c'est très important à rappeler, parce que qu'est-ce qu'on cherche aussi? On cherche à être heureux au travail. On cherche à avoir du plaisir. Alors, à mon époque, on disait, on faisait sa vie autour de son travail. Carrière, oui, on le fait un peu moins maintenant, mais c'est normal. Les choses ont changé, on est dans un autre domaine, mais pour autant, on doit pouvoir être aussi performant et efficace. Donc, ce qui veut dire qu'il faut rappeler que c'est ça, on est dans un monde qui bouge. Les salaires, ils vont suivre l'effort que vous ferez dans tous les cas, il faut le rappeler. Quand on parlait d'éthique tout à l'heure, rappelons quand même qu'une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent. Il y a des investisseurs, il faut rémunérer les capitaux, mais les entreprises, ça fait bien longtemps qu'elles ont pris aussi en compte aussi leurs salariés, parce qu'elles veulent les garder, les salariés. Donc, il faut penser que, je crois qu'il y a une volonté vraiment d'avancer sur l'aspect sociétal pour une entreprise. Et
pour les jeunes, il y a un intérêt flagrant à regarder ce qui se passe dans l'industrie, parce que c'est quand même un endroit où ils auront, je pense, la chance de rebondir et même de rebondir en cas d'échec. Anaïs, les totems de valeur, la jeunesse, souvent, on a tendance à dire aujourd'hui ça a changé, l'attractivité, ce n'est plus forcément le salaire, mais un totem sur lequel, de valeurs sur lesquelles il faut s'embrasser et aller de l'avant. Est-ce que c'est le cas aussi dans l'industrie? Parce que c'est souvent le cas dans le tertiaire, dans les nouveaux métiers. Est-ce que c'est le cas aussi dans l'industrie? Et on a vu des jeunes ici qui étaient là en face de la filière bois et qui étaient contents de savoir que le bois n'était pas traité, notamment, et de se dire que voilà, il pouvait y avoir de l'industrie aussi green, ça existe. Votre avis, à l'IAE de Poitiers? Alors, je ne suis pas convaincue que le salaire ne soit plus important. Je pense qu'il ne faut pas dire que C'est ce qu'on dit. Oui, ouais, je ne suis pas convaincue que les jeunes, mais on pourrait leur redemander qu'ils aient envie de vivre d'amour et d'eau fraîche pour la grandeur. En tout cas, s'ils sont prêts à renoncer à des questions de salaire, en général, ce n'est pas pour aller dans une entreprise, c'est pour penser des projets alternatifs dans lesquels ils croient beaucoup plus au regard des défis environnementaux. Donc, la question de la salaire reste, et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que même si l'industrie offre des salaires en général plus importants que la moyenne, il y a aussi une perdition en école d'ingénieur, en école de commerce au profit d'activités de services, parce que les salaires en début de carrière, quand vous allez dans le monde de la banque d'investissement ou du conseil, sont plus élevés que ce que vous avez en début de carrière dans l'industrie. Même si après, les écarts se comblent, il y a quand même cette réalité qui persiste. Maintenant, il y a une autre chose, plein d'autres questions qui se posent. On parle des salaires, mais je pense qu'il y a aussi une question sur laquelle les jeunes générations sont peut-être beaucoup plus sensibles. C'est la question du partage de la valeur. D'ailleurs, c'est une question qui a été posée à un moment sur l'actionnariat salarié. Je crois que les jeunes sont aussi sensibles au fait de pouvoir investir dans une entreprise. Et ce qu'offrent certainement plus les startups que des entreprises installées. Il y a la question de l'épargne salariale. Il y a plein de questions qui se posent autour de cette question de la valeur et comment on peut la partager mieux avec les salariés. Il y a aussi la question du projet de l'entreprise, du sens qu'elle offre. C'est-à-dire que ça devient aussi... On peut consentir à un effort de salaire si on a une entreprise qui offre un projet dans lequel on croit et qui permet de répondre à des défis environnementaux ou en tout cas à des défis de société. Ça peut être inventer des nouvelles thérapeutiques dans le domaine de la santé, ça peut être avoir des projets innovants dans la question de la mobilité, mais la question du sens, elle est clé. Et puis après, il y a la question de l'organisation et du temps de travail. Le télétravail est un sujet auquel sont plus ou moins sensibles les jeunes générations. On sait que sur les lignes de production, on ne peut pas faire du télétravail. Et donc, c'est comment est-ce que l'industrie se saisit aussi de ce sujet de l'organisation du temps de travail, avec des réflexions sur le volume horaire, le nombre de jours travaillés, etc. Et il y a une composante qui peut être difficile à traiter dans l'industrie, mais pas seulement, avec un temps de travail, c'est le 3-8, le 5-8, qui peuvent être très éloignés de l'aspiration des jeunes générations et pourtant qui restent une réalité qu'on ne peut contourner dans l'industrie. Et c'est là que l'automatisation peut aussi apporter des réponses pour pallier ces difficultés en termes de temps de travail. Mais en tout cas, je pense que le sens, le partage de la valeur, le salaire, et puis la réponse à des grands défis sont quand même des pas forcément éléments dans cet ordre-là, mais pas forcément dans cet ordre-là. En tout cas, ne pensons pas que les jeunes acceptent à travailler à bas prix si un certain nombre d'autres cases nombreuses ne sont pas cochées. Le partage de la valeur, c'est une question qui se traite au sein de l'entreprise et qui peut être aussi un peu politique en réalité. Enfin, j'ai envie de dire même très politique. On sent bien qu'à un moment donné, il y a ce qui se passe dans l'entreprise et puis l'envie, l'impulse de dire à un moment donné, n'hésitez pas à partager la valeur, et ça passe de temps en temps par des systèmes mis en place par les différents gouvernements. Votre position là-dessus? Je pense que ça a été très bien exprimé, donc je ne vais pas paraphraser. Il y a une nécessité de contribuer à rendre attractif et à avoir un intérêt pour les salariés, y compris dans le degré d'engagement des collaborateurs et des compagnons d'entreprise, que de les intéresser à l'activité. Donc je pense que oui, ce sont des trajectoires qui sont importantes, comme le sont les trajectoires de devenir entreprise à mission, c'est-à-dire de définir sa raison d'être. Tout à l'heure, vous aviez Bastien Tout-le-Monde pour Enedis, qui est une entreprise qui est le premier énergéticien à avoir
définit un statut d'entreprise à mission. Et donc, il a bien compris la nécessité d'octroyer du sens au-delà de son activité cœur sur les missions qu'elle met en œuvre. Pour une collectivité locale comme la région Occitanie, la question de la valeur, elle est aussi la valeur du territoire. Il est communément admis qu'on dise, voilà, la région Occitanie, c'est 162 milliards d'euros de produits intérieurs bruts du territoire. Oui, très bien. Mais une fois que vous dites ça, vous ne dites pas la valeur qui appartient au territoire ou qui a été produite par le territoire. Et donc, à ce sujet-là, moi, je préfère situer la valeur ajoutée territoriale, c'est-à-dire les flux qui ont été échangés entre une entreprise industrielle, ses fournisseurs, ses partenaires, ses clients, l'emploi que ça a généré sur le territoire. Vu que ça a généré de l'emploi, il y a besoin de ressources, d'infrastructures, il y a besoin d'écoles, de formation, il y a besoin d'organismes de recherche, de laboratoires de recherche, parfois de plateformes mutualisées de recherche entre les entreprises et les industriels. Donc la question du partage de la valeur, elle s'inscrit aussi dans un territoire. Elle n'est ni désincarnée, ni déterritorialisée. Et donc, le rôle aussi des acteurs publics, quand on bâtit une politique publique, quand on est vice-présidente de région, ce qu'on cherche à faire, c'est que les habitants de nos territoires, les collaborateurs, les étudiants vivent mieux, mais parce que les territoires auront bénéficié des infrastructures qui permettent de générer de la valeur auprès des industriels. Et c'est ça que nous attendons, nous, des industriels. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, on en parlait ce matin, de produire et de mettre des électrolyseurs d'hydrogène vert pour que demain l'énergie soit plus verte dans nos entreprises. Moi, ce que je veux, c'est qu'en plus, les électrolyseurs, ils soient fabriqués à minima en Europe, mais plutôt en France, et que quand la Banque européenne de l'hydrogène, elle accompagne de crédit, ça ne sert pas à payer des usines en Chine pour livrer des électrolyseurs en Occitanie. Et donc, c'est ça qui doit nécessiter un échange permanent entre le milieu de la recherche, le milieu industriel, le milieu des gens qui fabriquent les politiques publiques, à savoir les élus et nos services et nos administrations, pour qu'on ait une société qui avance. Bruno, est-ce que vous avez noté d'autres grandes thématiques? Il y a eu effectivement cette réduction de l'empreinte carbone, on en parlait. Enedis était là pour nous dire qu'il travaillait dessus, a fortiori, que tout allait bien. Non, mais je pense que notre collègue d'Enedis a bien répondu. Il y a les enjeux sont là. C'est sûr que les entreprises sont face à plein de grands sujets, mais en réalité, c'est la vie d'une entreprise. C'est qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans? C'est le court moyen, c'est le projet à moyen terme, et puis à long terme. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps. Alors, on se pose maintenant de nouvelles questions, puisqu'on a une très grande pression, et on a la même vision sur les contraintes ou les problèmes environnementaux, et il faut effectivement les prendre à main plus vite qu'avant. Et puis, on a aussi la vie de tous les jours, les coûts, la formation, etc. Mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas perdre de vue la question de sens, quand même, parce qu'on le mettait peut-être moins en avant dans ma génération, mais quand même, on était motivé par quelque chose. Alors, le problème, c'est que les individus, on a tous un cocktail différent. On a des gens qui vont réagir à la nouveauté d'un produit, d'autres à la reconnaissance, d'autres qui vont réagir à la sécurité de l'emploi, etc. Et donc, ce cocktail, il faut accepter qu'on soit tous pareils et tous différents. Et donc, pour faire venir les gens et les intéresser, pour un chef d'entreprise, eh bien, il faut qu'il n'y a pas une seule solution, ce que je veux dire. Mais les basiques, le plaisir d'être au travail, le sens. Alors le sens maintenant, avec tous les projets que nous avons, soit pour certaines entreprises de réindustrialisation, soit pour d'autres de partir from scratch pour les nouvelles technologies environnementales, je dis qu'il y a de quoi trouver beaucoup de sens dans une carrière dans l'industrie. Voilà ce que je veux dire. Et que vraiment ces jeunes, je pense que ceux qui sont autour de nous aujourd'hui, je pense que pour de nombreux sont ceux qui l'ont compris. Mais encore faut-il le rappeler aussi au grand public, c'est un sujet. Et donc voilà ce que je voulais dire en complément. Sans paraphraser ni Anaïs, ni Nadia. Écoutez, merci beaucoup. Les yeux de l'industrie, l'idée c'est que vous parliez aussi, alors pardonnez-moi, j'ai pris un petit peu le lead parce qu'on a bouleversé un peu nos projets, mais à la base, l'idée c'est aussi que vous discutiez entre vous. Alors, moi j'aimerais que vous les aviez préparés, les grands thèmes, Anaïs et Bruno, les grands thèmes de cette réindustrialisation de demain qui commence maintenant. Alors, on vous écoute. Peut-être Anaïs, en tant que chercheuse à l'IAE de Poitiers, c'est le domaine qui vous incombe, dont vous êtes spécialiste. Et vous avez vu ce soir et au sein de ce salon, voilà, des grandes thématiques arriver. Et le futur, c'est maintenant, mais le futur, c'est quoi?
Vaste sujet. Je dois avouer que j'ai oublié ce qu'on a préparé, mais on va improviser, c'est pas très grave. Comme Nadia est là, on peut totalement improviser du coup et tout remettre. Non, il y a de nombreux défis et je pense qu'on on a tracé les lignes d'un certain nombre d'entre eux. La question environnementale, on ne parle jamais assez, est un défi et notamment d'aller au-delà de la question de la seule décarbonation, puisqu'on centre beaucoup le débat sur la décarbonation, mais on sait qu'on a énormément d'autres sujets qui vont toucher l'industrie. Notamment des questions de biodiversité. Si on continue en effondrement de la biodiversité, la planète ne sera pas plus vivable en 2050. On a des questions d'accès aux ressources en eau, et plus on réindustrialise, plus on met en tension l'accès aux ressources en eau, et donc il y a un vrai sujet de maîtrise et de réduction des consommations en eau des sites industriels. Et la question des pollutions diverses et variées, et notamment la pollution microplastique, qui oblige à repenser totalement les produits, à la fois trouver des alternatives aux matières, puisque beaucoup de plastiques sont dérivés sont pétrosourcés. Et donc ça oblige aussi à avoir un plan d'aménagement du territoire et de planification sur l'accès à certaines ressources. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on sort de l'énergie fossile, il faut faut-il avoir pensé aux alternatives et que seront les alternatives à l'aune du réchauffement climatique. Et puis ensuite, il y a tous les sujets autour des sites de demain, de la automatisation, de l'automatisation, et d'autres, mais je pense que Bruno a aussi d'autres sujets en tête et qui permettront d'animer en telle la réflexion. Je vous écoute, Bruno, allez-y. Oui, moi ce que je veux dire, c'est que commençons par le départ. Il faut effacer effectivement le fait que ce pays, à un moment donné, a choisi de se désindustrialiser. Je pense que c'est derrière nous. Et on voit que en ayant désynchronisé ou séparé la conception, l'industrialisation, la production, on a perdu beaucoup. Donc maintenant, il faut réapprendre à travailler comme ça dans beaucoup de domaines. Les entreprises sont face quand même il faut se le dire, à de nombreux défis. Elles doivent travailler sur cette décarbonation ou apprendre à travailler avec une énergie plus décarbonée ou avoir des process et des produits plus décarbonés. Elles ont affaire aussi à des problèmes de compétitivité parce que cette réindustrialisation, il ne faut pas être quand même... c'est pas Martine et la désindustrialisation. Ce que je veux dire, tous les pays ont envie d'industrialiser. Et donc, il faut continuer à être compétitif. Donc, les problèmes de coûts, la digitalisation, virtualisation aident à aller vers cette réduction de coûts. Mais tout le monde a la même idée en même temps. Donc, travailler sur des énergies décarbonées, les problèmes de coûts, de compétitivité. L'innovation, donc, vous l'avez compris, il y a deux pédales d'accélérateur dans une voiture. Non, il y a un frein et un accélérateur. Non, maintenant, les voitures il ne peut pas y avoir de frein. Il ne peut pas y avoir des freins. Il ne peut pas y avoir des freins. C'est innovation et internationalisation. Bien sûr, il faut produire chez nous, problème de souveraineté, mais il faut garder ce cap-là. La boussole d'un chef d'entreprise aujourd'hui, elle doit toucher à l'innovation et à l'internationalisation avec les compétences qui font qu'il va être capable de faire ça. Et donc, serons-nous capables d'attirer des talents? On en a des talents. Après, il ne faut pas qu'ils se dispersent un peu partout. Il faut qu'on essaie d'en avoir des très bons. Après, c'est la valeur d'une équipe aussi qui fait qu'on va avancer dans une entreprise. C'est comme au foot, c'est comme au rugby. Il n'y a pas non plus un seul joueur. Mais dans tous les cas, le message que je veux dire, c'est que quand on veut passer de 10% de part du PIB, c'est à peu près ça, 10,2% alors de produits manufacturés, je crois que notre président voudrait passer vers 15%, puis se donner un objectif. Il faut se donner un objectif. Ça va être très, très, très dur. On a mis 30 ans à se désindustrialiser. Ne pensons pas qu'on va se réindustrialiser. Ça va peut-être même plus vite à se défaire qu'à se refaire, malheureusement. Peut-être même, mais ça va être assez long. En revanche, en travaillant sur l'innovation, en travaillant sur des nouvelles technologies, on a peut-être un terrain de jeu qui est plus favorable. Mais ne pensons pas non plus que seul le photovoltaïque, je sais pas moi, les batteries, les éoliennes vont nous aider. Ça va nous aider fortement à recréer des nouvelles filières. Mais il faut que ce soit toutes nos industries existantes qui, un, se verdissent et deux, gagnent. Innovation, internationalisation. Et c'est la seule façon, là, d'avoir les grandes masses d'effectifs qui vont... Parce que
dans ces nouvelles technologies, il y en a encore dans des niches qui sont prometteuses. Je parle de l'hydrogène, on a bien fait d'y aller, et il faut y aller, même si on ne sait pas encore toutes les utilisations qu'on... Mais il faut se dire aussi que, comme avant, quels sont les produits qu'on va utiliser dans 20 ans? Qui est capable de dire? Moi, je suis sûr que la moitié des produits qu'on va utiliser dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui. Ils n'ont même pas été conçus. Donc voilà, donc il faut garder cette boussole, innovation, internationalisation, et avancer, et convaincre les gens à venir apporter leurs briques. Je vous rappelle que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà, vous êtes les bienvenus, vous levez la main, on passe le micro. Voilà, sinon on continue, évidemment. Il y avait l'humain au centre aussi, bien sûr, et pas mal de questionnements, même si ce ne faisait pas partie des grandes questions des battles. Mais puisqu'on a un petit peu de temps et qu'on est tous les trois ensemble, moi ça m'intéresse de savoir si justement le management de la réindustrialisation, il est aussi lui-même en remise en question. Est-ce que du coup cette réindustrialisation et l'envie d'aller vers l'industrie de demain, ça passe aussi par des réflexions autour de comment on gère son entreprise, parce que forcément c'est plus Émile Zola. Anaïs, Allez, puis ensuite Nadia. Alors, les réflexions sur les questions de management, elles ne sont pas forcément liées uniquement à la question de réindustrialisation. C'est fondamentalement, on a des questions qui se posent sur la manière de piloter des équipes. Et ce qui est intéressant, et ça rejoint tout le débat sur le niveau d'automatisation, etc., c'est que on a connu différentes vagues d'industrialisation, comme ça a été rappelé au moment des battles. Et on a eu un moment où on a eu toute la production à la chaîne, avec l'avènement du Fordisme, qui a à la fois permis de massifier la production, mais qui a eu aussi ce défaut à la fois de créer deux catégories, l'école bleue et l'école blanc, La pyramide. qui continuent à innerver malheureusement les sociétés avec des représentations qui peuvent être assez négatives des métiers manuels, et aussi qui ont contribué à construire cette image de l'usine comme lieu de relégation pour ceux qui ne réussissaient pas à l'école. Et le problème du travail à la chaîne, c'est qu'on a ôté aux personnes un certain nombre d'éléments cognitifs et puis aussi un certain nombre d'éléments intéressants dans leur métier. Et donc dans la réindustrialisation, il y a la manière dont on va concevoir les usines et l'organisation du travail. Et c'est des réflexions qui ont été déjà posées, notamment sur une organisation plutôt en îlot de la production qu'en travail à la chaîne, pour redonner justement des tâches à valeur ajoutée aux personnes qui sont sur les lignes de production et pas avoir une sorte de travail qui parfois peut être perçu comme décérébré. Et derrière l'automatisation, ce qui est intéressant aussi, c'est de poser les réflexions sur de la libération du temps pour les gens, pour avoir du temps, je me répète décidément sur les mots. En tout cas, avoir... oui, voilà. Non, pas du temps pour avoir leur propre projet, avoir du temps effectif à consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est-à-dire avoir du temps pour analyser les causes de problèmes et apporter des réponses et d'autres sujets. Et donc après, sur la manière de manager, il y a toujours des comportements de managers toxiques et qui sont à chasser dans l'industrie et ailleurs. Mais il faut vraiment considérer que les gens qui savent sont les gens qui font et les gens sur le terrain. Et ça plaide aussi pour des organisations avec moins d'étages hiérarchiques, moins d'échelons, pour être déjà être plus rapide dans la prise de décision, et puis surtout ne pas avoir des gens qui n'ont pas vraiment de pouvoir de prise de décision et n'ont pas forcément de pouvoir de connaissance de ce qui se passe sur le terrain, et laisser la place à ceux qui savent faire, parce que ce sont souvent eux qui ont les meilleures réponses pour les problématiques. Nadia, et puis ensuite Bruno, l'humain dans cette réindustrialisation, l'humain de demain c'est eux, l'école des mines, TBS, l'humain. Non, en parlant, il se met automatiquement. Ah bon, Nadia me passe la même. Bon, alors, sans vouloir être vieux jeu, un manager, de toute façon, il ne faut pas penser que c'est un comportement, le management. C'est comme si vous disiez, tu as des aptitudes à faire du commerce ou tu n'en as pas. Il y en a, vous pouvez les mettre dans toutes les écoles de commerce, ça sera des mauvais vendeurs de toute façon. Un manager, il doit commencer d'abord par avoir un savoir, avoir une expertise. Il faut aussi qu'il sache enseigner et que les personnes qui lui rapportent, ils trouvent un intérêt à ce manager. C'est-à-dire qu'ils le suivent parce qu'il leur apprend quelque chose. Un manager qui n'apprend pas à ses équipes, ça ne va pas durer longtemps. Et après, il faut qu'il leur donne des responsabilités. Donc voilà, il y a un cocktail.
il y a un savoir-faire, pas tous les savoir-faire d'ailleurs, il y a pas besoin, on ne sait pas tout quand on est manager. On connaît soit la production, soit l'ingénierie, soit le commerce, soit les achats, peu importe. Il faut qu'effectivement les jeunes aient envie d'apprendre avec ce manager, il faut donner l'envie que les jeunes vous suivent et leur donner des responsabilités. Moi, je crois que tous les managers que j'ai vus, c'est qu'ils donnaient à un moment donné des responsabilités à leurs équipes et ils les faisaient grandir. Voilà, et ça, c'est vrai, c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, je pense que ça sera vrai demain. Et donc, je le dis, ne faisons pas des nœuds au cerveau là-dessus. Après, il y a tout un tas d'outils, de processus, de suivi, de questionnement. Mais beaucoup de jeunes quittent l'industrie parce qu'ils font plus de PowerPoint et de reporting que de temps efficace dans leur bureau d'études ou en unité de production. Posons-nous les bonnes questions en tant que manager de ce reporting. Alors, j'espère que avec les nouvelles technologies, etc., les jeunes vont nous mettre un peu au garde à vous en disant maintenant le reporting, c'est plus comme ça. Vous avez bien compris, Voilà. hein, à Et l'école ça, des mines, faut par pas exemple. hésiter. Arrête les PowerPoint. Hein. Voilà, il ne faut pas hésiter parce que le manager a besoin aussi d'évoluer dans sa pratique avec Fabien, les vous équipes. aviez quelque chose à rajouter à ce Oui, niveau-là. mais parce que justement, si on veut avoir des perspectives un peu positives, le reporting avec le PowerPoint, etc., ça peut être un débouché bien heureux de l'intelligence artificielle et des applications telles que ChatGPT ou OpenAI. Aujourd'hui, on Il est parlait de la 20h11 et on n'avait pas encore employé le terme de ChatGPT. On l'attendais, bravo. Ah, je vous remercie. Vous voyez, vous m'attendiez plus tard, j'essaie Vous d'accéder êtes à vos arrivé à bon demandes. escient. Du coup, pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, on a parlé de la cobotisation, de la robotisation, où on était sur la pénibilité des tâches qui peuvent être soulagées par le cobot et sur lequel les collaborateurs vont se concentrer sur d'autres tâches dont on dit qu'elles sont à plus forte valeur ajoutée. En l'espèce, ChatGPT ou des applications de ce type-là, il y en a d'autres, font des tâches à valeur ajoutée. Et donc, on peut se dire, oui, mais si on a un cobot d'un côté et des tâches à valeur ajoutée de l'autre, qu'est-ce qui reste? Il reste l'humain. C'est-à-dire que les humains continueront à faire les tâches qui relèvent des humains. Et dans l'industrie, s'agissant du management, si on gagne du temps sur le reporting, alors on aura peut-être du temps qui est dégagé pour considérer les collaborateurs dans leur intégralité. C'est-à-dire que je peux avoir quelqu'un qui est sur une compétence tout à fait pointue en production et dont il s'avère qu'il a ou elle a une expertise citoyenne également sur le tri, sur des gestes écologiques qui ne sont pas processés dans mon entreprise. Il a donc une plus-value au-delà de ce pourquoi il a été recruté sur sa compétence. Mais si je suis un bon manager, j'ai aussi détecté chez ce collaborateur cette appétence et sa possibilité peut-être à l'organiser dans l'entreprise. Un autre élément, il faut être aussi en capacité de travailler en partenariat. Il y a un certain nombre de besoins et de défis que rencontrent les industriels aujourd'hui qui sont communs, quels que soient les groupes, quelles que soient les filiales, quelles que soient les entreprises. Et ils et elles doivent partager leurs besoins pour y apporter des solutions communes et être meilleurs dans les bonnes pratiques. Vous savez, il y a tout un tas de clubs d'entrepreneurs. Et la région Occitanie est fort bien dotée en la manière. Et moi, j'ai tendance à dire à nos jeunes, allez fréquenter vous aussi, faire réseau pour vous inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres. Et dans les clubs d'entrepreneurs, vous ne trompez pas de club, il y a ceux où c'est surtout des bons cocktails, il y a ceux où il y a également du boulot, de la réflexion, du partage. Et moi, je crois beaucoup à un bouleversement du management aussi dans nos équipes, dans leur capacité à les ouvrir vers d'autres équipes, dans d'autres industries, pour pouvoir se nourrir justement de la complexité du monde. Les réponses ne sont pas simples parce que le monde est complexe. Et dans l'industrie, il faut être en capacité de maîtriser cette complexité et d'y apporter des process ensuite qui sont clarifiés. C'est la nécessité du partage des informations entre les collaborateurs et entre les entreprises industrielles. Et des salons comme celui-ci, ils servent aussi à ça. C'est ce que j'allais dire. C'est un salon qui sert à ça. Et puis c'est très open data, c'est très vent nouveau de toute façon de partager, Bruno. Et on terminera dans 5 minutes. Donc vous avez encore quelques thématiques à pouvoir aborder. Et si, messieurs, dames, vous avez encore quelques questions, le cocktail arrive, n'ayez crainte. Eh bien, c'est le On a moment. toujours des thématiques, mais je pense que je vais me recentrer sur une chose. Je vois des jeunes et des moins jeunes. Moi, je dis à tous, ceux qui sont parents ou qui ont des petits-enfants, il y en a sûrement, surtout,
faites venir vos enfants, petits-enfants dans les entreprises, au collège et au lycée. On a un vrai sujet, parce que on discute de ces enjeux d'industrie, mais il faut penser que quand on a pris 30 ans de retard, maintenant il faut tout multiplier par 10 pour essayer d'être un tout petit peu moins en retard. Donc faisons venir des collégiens dans nos entreprises, et je vous dis, les chefs d'entreprise, vous ne le faites pas assez. Ça, c'est par exemple plus que les stages Oui, troisième, de oui, seconde. oui, mais c'est une galère, les stages de troisième. On force, il faut qu'on force les portes à certaines entreprises pour qu'elles les prennent. Donc faites-les. Ça passe par là pour commencer à faire découvrir cet environnement que les gens n'ont pas forcément la chance de connaître. C'est tout. Après, ils iront ou ils n'iront pas, ils feront leur choix, ils auront leur vie d'adulte. Mais vraiment, ça c'est important. Parce que moi, personnellement, quand je questionne, et je vous le dis parce que je suis obligé de le dire, j'ai une petite fille qui a 12 ans. Je lui dis, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans ta classe? Elle m'a dit, TikToker ou influenceur. Bon, je me dis, j'ai encore du boulot. Voilà. Et donc, et je pense que vous avez les mêmes à la maison. Il faut leur dire que, et ça c'est une adhérente qui m'a dit ça, dites-leur que... La mienne, elle a 3 ans, donc pour l'instant, elle n'a pas... S'il n'y a pas de produit pour pas faire du TikTok, ils n'ont même pas d'iPhone. Bon, voilà. Mais voilà, c'est des clichés. Mais je dis, on a un combat national. On a un combat national, enfin même mondial sur l'environnement, mais on a un combat national industriel. Et là, il faut qu'on soit tous alignés avec un drapeau et qu'on décide à notre niveau d'influencer pour qu'on avance. Donc voilà, ça c'est un message que j'ai à passer parce que, comme je disais, ça va être très très long, très difficile. Il y aura beaucoup de désillusions. On n'a pas de copains en Europe, même si on est alliés. Quand il faut faire du business, il n'y a plus d'amis. Anaïs, d'accord avec ça va être long. Ça va être long, ça va être coûteux. Ouais. Je vais arrêter là sur les adjectifs. Alors après, je suis d'accord avec ce que Bruno vient de dire. Il faut ouvrir les usines et je pense qu'on ne le fait pas assez. Ouais. Mais après, on pourrait trouver une alternative. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jeunes qui travaillent dans l'industrie et qui font des TikTok pour promouvoir l'industrie. Parce que justement, on a besoin d'occuper aussi le terrain des réseaux sociaux. Et le monde de l'influence ne s'arrêtera pas tout de suite, mais on a besoin de gens qui passent d'autres messages. Bon, moi, je ne ferai pas ça, parce que je ne sais pas faire. Et je perds le fil de ce que je voulais dire. Oui, non, ce sera long, coûteux, douloureux, du sang, des larmes. Mais il faut se dire que, en fait, derrière, le message qu'il faut faire passer, derrière tout ce discours un peu épique, c'est que on peut... Et il y aura des perdants dans la réindustrialisation, parce qu'il faut le dire, il y a des secteurs et il y a des produits qui ne sont peut-être pas compatibles avec les objectifs environnementaux, et donc il y a des questions à poser sur la finalité d'une entreprise et de ses produits. Mais il y a aussi un pari exceptionnel, c'est-à-dire de construire une société qui répond à nos aspirations collectives, et c'est peut-être de transformer en réalité nos rêves collectifs. Et finalement, dans la réindustrialisation, ce qu'il faut interroger en premier lieu, avant d'aller sur des sujets techniques, c'est justement quelles sont nos aspirations collectives, quels sont ces grands rêves collectifs, parce qu'on met beaucoup plus facilement en mouvement une société quand on répond à un projet clairement défini et quand chacun a conscience de la part et du rôle qu'il joue dans la réponse à ces grands défis. Et quand on le dit, qu'on commence à réfléchir, parce que c'est ce qui se passe en ce moment finalement, à force de répéter ces mots et de montrer ces actions, ce que vous faites à France Industrie, à la région bien sûr, et puis aussi en tant que chercheur. Voilà, c'est sûr qu'il se passe quelque chose, des cerveaux travaillent, les jeunes sont là pour nous accompagner, les usines, on va les ouvrir. On va faire venir des TikTokers, vous inquiétez pas, il y en a certains ici. Et voilà, pour résumer finalement, Anaïs dit qu'il y aura du sang et des larmes, certainement, qu'on n'a pas, comme dit Bruno, que des alliés, mais on a le droit d'être optimiste aussi, hein. On s'en est sorti, on s'en sort de certaines situations. C'est le principe même de l'humanité, on avance. Oui, je vois que je prends la balle au banc du coup. Oui, bah, allez-y, regardez, hop, c'est très rugby. Hein. Oui, on avance. Enfin, on avance parce qu'en fait, on a arrêté de reculer déjà. C'est pas qu'une figure du style. Hein. Bruno a raison quand il dit qu'il n'y avait pas de politique industrielle, il n'y avait pas en France, il n'y avait pas en Europe. Ça a été remis au bout du jour. Et effectivement, désormais, y compris le fameux « mais on n'a pas de masque » au moment du Covid, a contribué
quand même C'est vrai. aussi à éclairer les esprits des gens qui étaient le plus loin de ces problématiques-là. La suite du on n'a pas de paracétamol a continué aussi à faire une piqûre de rappel à celles et ceux qui doutaient de l'intérêt d'avoir pas de batterie. une souveraineté industrielle. Oui, ça vaut pour les semi-conducteurs avec un certain nombre de chaînes de production à l'arrêt. Ça va sur tout un tas de sujets où on a réalisé l'importance de l'industrie dans notre vie du quotidien, dans une vie dont on pensait que l'industrie était étrangère pour certains. Et on a enfin réalisé qu'un pays avec que des services et en concevant le monde comme une répartition où il y aurait des endroits où on ferait de l'industrie, des endroits où on produirait du bœuf et des endroits où on ferait des services, ça n'existe pas et ce n'est pas possible et ce n'est d'ailleurs pas un monde désirable. Et donc, moi, je pense que effectivement, on a fait quand même un grand bond ces dernières années. Je trouve que le fait qu'il y ait d'ailleurs des jeunes étudiants qui viennent d'écoles de commerce, qui viennent d'écoles d'ingénieurs, qui témoignent ici, qui échangent avec des industriels, c'est aussi la bonne manière de prendre les choses. Vous avez raison, il faut ouvrir l'industrie et peut-être y mettre aussi de la poésie, de la philosophie. Et donc, comme vous m'avez appelé à l'optimisme, c'est le philosophe Alain. Mais certains disent que c'était Gramsci, qui a pensé aussi l'industrie, indiquait que le pessimisme était d'humeur et l'optimisme est de volonté. Finalement, je vois ici beaucoup de volonté et donc peut-être une capacité à espérer un avenir meilleur. Merci beaucoup. Des remerciements pour terminer cette séquence dans les yeux de l'industrie. Remerciements de la part d'Anaïs. Merci. Bon, moi, je vous remercie d'ailleurs, tout simplement, d'être venu. Et puis, on va clore maintenant. Donc, remerciements à l'organisation et puis à tous ceux que vous avez envie de citer. Allez-y, on vous écoute. Eh bien, moi, je suis venue en train et du coup, j'ai pu échapper l'alerte à la bombe. Donc, C'est pour ça, d'accord. ça appelle à venez en train. Non, et après, je souscris à ce qui a été dit, c'est-à-dire que le réalisme n'empêche pas l'optimisme. Et justement, être réaliste, c'est connaître les problèmes et y mettre toute son énergie pour apporter des réponses sans plus tarder. Et on a besoin de la mobilisation de tous. C'est une mobilisation de la société et pas seulement des chefs d'entreprise ou des personnes intéressées par l'industrie. C'est la fin de cette séquence dans les yeux de l'industrie et c'est la fin de cette nocturne, de ce plateau ici avec vous, Bruno Bergouin. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui ont préparé l'émission, dont vous et tous nos collaborateurs. Je voudrais remercier nos 7 branches qui, avec nous, sur la maison de l'industrie. Alors, chaque fois que j'en cite, j'en oublie, mais C'est comme les nains, en fait. chimie, bois, énergie, carrière et matériaux, la métallurgie. Et puis, je m'excuse pour ceux que j'ai oubliés. Parce qu'on a fait venir 500 jeunes collégiens, lycéens ici. On les a fait découvrir des métiers. Ils ont pu regarder. Je pense que c'est une note d'optimisme. Et puis, je voudrais dire aussi, on est optimiste aussi, parce que d'abord, on est entrepreneur, on a toujours été optimiste, et ça ne changera pas. Mais on est dans une région Occitanie, et j'en profite parce que Madame la vice-présidente de région est là, et il y a une particularité quand même sur ce territoire où on se connaît bien, on travaille ensemble. Alors, c'est peut-être vrai dans d'autres territoires aussi, ce n'est pas toujours sûr. Mais on travaille quand même d'une façon coordonnée sur les actions à mener, parce que le problème, c'est ça, c'est les centaines de petites actions qu'il faut faire après dans la vie de tous les jours, parce qu'il n'y a pas que des grands dossiers, pour que des industries se verdissent, pour qu'on crante des succès à l'international, ou qu'on puisse innover, même à un petit niveau qui peut paraître superficiel, mais qui de même peut-être deviendra une grande idée. Et ça, cette équipe industrie, branche industrielle, Chambre de commerce, et écosystème, État, puisque les représentants de l'État aussi sont là, est très important à rappeler, et ça nous rend optimistes. Merci Bruno. Et moi, la philosophe qui était ma grand-mère disait « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Voilà, chacun aura cité son philosophe. Merci Nadia Pelfic, vice-présidente de la région. Merci Bruno, merci Anaïs. C'est la fin de cette nocturne du CIAN. Merci de nous avoir suivis en direct sur le site internet du CIAN. Merci à vous d'avoir participé. Merci public. Merci aussi aux jeunes. Vous pouvez vous applaudir toutes et tous. Et on se retrouve très certainement l'année prochaine avec de belles avancées. Merci à vous. On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre.
On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer.